Cannes Football Club. La poutine du soccer. www.cannesfootballclub.com. Bonjour la Cannes Family, très content de vous retrouver pour la deuxième partie de notre analyse des groupes de la Coupe du Monde. Je suis Sid et toujours très bien entouré avec Reg et Julien. Bonjour messieurs. Salut la Cannes Family. On est en mode. Ça a été une belle première partie. On a fait les groupes A, B, C, D. On s'est dit qu'on allait se donner un peu d'air et faire la suite avec les groupes E, F, G, H. Je vais d'abord commencer par remercier tous ceux qui sont à l'écoute. C'est vraiment très agréable de compter sur votre support. On remercie les 81 Patreon qui sont nos supporters les plus actifs. Et ben toi, peut-être que tu nous écoutes et tu te dis, ça fait quand même pas mal de temps que j'écoute ces gars, j'aime bien ce qu'ils font, je veux les encourager. Donc tu peux le faire, t'es capable, appuie sur pause, on va toujours être là. Et va sur Patreon pour faire ça. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont encouragé le retour de Reg qui est très occupé ces derniers temps, donc depuis les 2 dernières années, et qui a fait et qui a fait un retour fracassant, son 3e podcast de la semaine. Reg, qu'est-ce qui se passe? Tranquillement, on se remet dans le bain. Non, ça se passe bien. Je suis allé au stade samedi dernier, j'ai pu voir. Je suis tombé sur Alec et puis Fred, et puis bon, ça a coïncidé. Hein. C'est quand même un concours de circonstances. Il y a Wenger qui venait d'annoncer son départ, donc tout s'est bien goupillé pour que je puisse être l'invité du Lopo Avendano en fait. Et puis là, il y a la Coupe du Monde. Quoi. Donc, comment ne pas revenir avec les anciens pour parler de Coupe du Monde? C'est un petit peu la Dimitri Payet, hein. Genre tu disparais pendant toute la saison et dès que c'est l'année de compétition, tu nous fais 3-4 mois un petit peu en feu et tu vois, tu te... C'était dans la liste de 23. Très bien. Donc, merci à tous, merci pour votre support. Like, retweet, partage et évidemment, allez sur Patreon pour contribuer à notre campagne de financement. J'en profite avant qu'on plonge dans le vif du sujet pour vous dire que le 26 mai prochain, donc c'est la finale de la Ligue des Champions et nous vous accueillons tous au bar Saint-Édouard dans le quartier Rosemont. Il y a un événement Facebook sur notre page, donc venez pour qu'on vive ensemble la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que ce sera Liverpool? Est-ce que ce sera Madrid? Je ne sais pas. Hein. J'ai ma petite idée. Et on sera tous là, la gang, pour vivre ce moment tous ensemble. Donc allez sur Facebook, confirmez votre présence pour qu'on ait un peu un ordre d'idée en termes de logistique. Et merci d'avance. Alors, le groupe E, messieurs, composé du Brésil, de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie. Comment vous voyez ça? Reg, je te laisse la parole. Ça va être quand même le groupe qui a un des potentiels champions, le Brésil, 5 fois champion de la Coupe du Monde. Une équipe qui a survolé son groupe de qualification. Ils étaient largement premiers. Et on sait, comme je l'avais dit la semaine dernière, ça reste quand même un des groupes qualificatifs les plus durs avec l'Argentine, la Colombie, l'Uruguay. Et c'est sous forme d'un un petit championnat en fait, et vraiment le Brésil l'a survolé. Et puis voilà, cette équipe du Brésil, elle est complète, elle a tout, elle a vraiment tout, à tous les postes, des très bons joueurs qui jouent dans des très grands clubs et qui sont très performants. Donc voilà, ils vont survoler ce groupe. Costa Rica, Serbie, Suisse, moi je vois bien une bataille entre la Serbie et la Suisse, le Costa Rica qui est un petit peu un niveau en dessous, mais je vois quand même un Brésil largement premier et une Suisse qui finit deuxième comme bonne équipe de Coupe du Monde qui est souvent présent, mais deuxième quoi. Julien? Je suis Reg, hein, bien sûr. Ouais, moi je suis Reg là-dessus. Je pense que les têtes de série, c'est le groupe le plus faible. Je vais mettre, à part le groupe A où c'était la tête de série, c'était l'Uruguay, ou la Russie, me semble, en tant que organisateur, donc là, c'est à part. Vraiment que Serbie, Suisse et Costa Rica,
c'est le plus faible. Hormis le fait qu'effectivement le Brésil est vraiment très 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 structuré et a beaucoup moins de pression qu'en 2014. On se sont liquéfiés en demi-finale contre l'Allemagne. Moi, par contre, je suis pas totalement d'accord avec Reg sur le second. Moi, je vois une équipe comme... alors, c'est à double tranchant, c'est la Serbie, qui sont pour moi les Brésiliens des Balkans. Waouh. T'es sérieux, non? Mais je te le dis. Ils n'ont rien de brésilien, mon pote. Hein. Non, je te dis que techniquement, si eux se mettent en ordre de marche et qu'ils sont tactiquement assez bien en place, ils peuvent battre tous les jours la Suisse et le Costa Rica pour terminer deuxième. Mais tous les jours. On est d'accord. Voilà, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça reste quand même une équipe qui, en termes de talent offensif, c'est rien d'exceptionnel. Tu as des grands joueurs. Je pourrais te dire qu'il y a quand même Matic, qui est un des très bons milieux de terrain du monde à son poste. Après, ouais, tu as des Kolarov, mais ça reste une équipe. Voilà, c'est vite fait, quoi. Bien sûr, mais on parle juste de Yougoslavie. La Yougoslavie, oui, c'était les Brésiliens des Balkans. Ouais, et puis je pense que la Croatie a plus maintenant ce titre-là honorifique plutôt plus que la Serbie. Mais je vous rejoins dans. Ça reste un football léger. Donc au final, eux arrivent à vraiment avoir une rigueur tactique. Je pense moi qu'ils peuvent terminer deuxième assez aisément. Alors, donc, ce podcast est une présentation de mise au jeu. Gâches-tu. Le Brésil est en tête des cotes avec l'Allemagne pour remporter le tournoi. Donc, effectivement, le Brésil est le gros favori de cette compétition, donc avec l'Allemagne championne du monde en titre. Je trouve ça fascinant que le Brésil, en tout cas depuis que je peux suivre le football de manière plus poussée, je parle pas des années 90 et 94, genre j'étais tout petit, je suivais, mais sans voilà. Le Brésil trouve toujours un moyen avant la compétition d'être le favori de la compétition. Quel que soit ce qu'ils ont vécu dans les 4 années qui précèdent, je n'ai pas de souvenir d'une compétition où le Brésil n'était pas le favori en rentrant dans la compétition, que ce soit genre. En 2010. Tu dirais peut-être en 2010? Ouais, peut-être en effet. L'équipe de 2010, je te dirais, tu vois, avec des Luis Fabiano en pointe, des Felipe Melo au milieu de terrain, c'était vraiment pas. Voilà, c'est fait sortir, je ne me trompe pas, par les Pays-Bas. Un grand leader qui aurait dû mériter le Ballon d'Or cette année-là, là, c'était à peu près cette période-là. Le Brésil n'était pas. Mais globalement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça reste quand même. Après, comme dit Henri dans Rendez-vous 9 juillet, les mecs, ils ont 5 étoiles sur leur maillot, c'est pas l'équipe du coin, quoi. Donc, Mais regarde, tu vois, regarde rapidement, j'ai triché là, je suis parti voir un peu sur Wikipédia, ils étaient quand même en tête des qualifications en 2010, donc c'était la première équipe. Après, peut-être que en termes de star power, c'était pas 2006, où 2006 il y avait les Ronaldinho, tout ça, vraiment. Mais peut-être après, je sais pas, je crois quand même que par rapport à la compétition, je suis pas mal certain qu'ils rentraient aussi comme favoris ou même comme vraiment comme top favori quoi. Mais oui, c'est vrai qu'elle est un peu moins ouais, elle est un peu plus plombier un peu cette équipe. Ouais. Mais quand même hein, je pense trois échecs consécutifs quand même depuis sa dernière victoire. Ils ont gagné en 2002, 2006, échec, énorme échec, la défaite contre la France avec un Zidane qui a joué peut-être le plus beau match qu'un joueur puisse jouer à ce niveau de la compétition. 2010 aussi, échec. Et puis en 2014, échec, énorme échec, des illusions. Donc, fracture. Ouais. Donc là, je trouve que cette équipe, là, elle est vraiment. They're up for revenge. Là, ils sont chauds. Neymar, je pense qu'il ne va pas revenir pour justement être à 10 000%. Là, on est en train de voir Firmino, qui moi, je l'ai taillé, surtaillé et complètement trop taillé. Et je vois que c'est un joueur exceptionnel. Non, mais il est trop fort. Au niveau des gardiens, ils sont 2 gardiens de classe incroyable. Je veux dire, non, cette équipe, je ne vois pas de faille, en fait. Sans blague, je ne vois pas de faille. Donc je pense qu'ils vont finir premier du groupe, c'est quasiment assez évident. Après derrière, la Suisse qui est une habituée de se faire éliminer au premier tour ou à peine passer un tour,
Je sais pas si mentalement ils vont passer le cap. J'ai l'impression je les vois très bien se faire surprendre, que ce soit même par le Costa Rica ou la Serbie. C'est vrai que quand par exemple je me fie encore une fois aux cotes, la Suisse est favorite devant le Costa Rica, enfin devant la Serbie en 3 et le Costa Rica en 4. Mais je vois encore la Serbie choquer. Pardon, la Suisse, je la vois encore choquer. Ils ont un historique de chocage en Coupe du Monde. Ils passent les groupes. C'est une équipe qui passe les groupes, en fait. Après, ils se font taper, oui, parce que tout le monde veut les affronter dans le Je trouve que c'est une équipe qui fait son boulot, elle passe les groupes. Voilà, après, ils donnent un petit peu. Mais je trouve que c'est vraiment l'équipe type de la Coupe du Monde qui est là, qui fait ses matchs, rien d'extraordinaire, rien de. On se rappelle, mais bon, c'est une équipe, elle est. Je pense, quand l'Espagne gagne l'Euro pour la deuxième fois, la seule équipe qui l'a battue, je crois que c'était la Suisse. La Suisse avait battu 1-0 ou fait match nul, je ne sais plus, un des deux. La Suisse avait accroché l'Espagne. Il y a un mix de jeunes, Mbolo qui joue à Schalke, ils ont des vétérans aussi. On pourra revoir notre ami qui joue à Lérim Gemaili. Rodriguez sur les... tu me fais douter là, genre comme j'ai pas l'impression que la Suisse passe tant que ça le premier tour. Je Sur un souvenir, ils finissent toujours deuxième, ils sont tapés après en fait. ouais, tu me fais douter. En tout cas, genre comme si je fouillerais ça un petit peu pendant qu'on se parle, mais j'ai l'impression que la Suisse justement se perd souvent au premier tour. Mais bon voilà. Très bien, donc ce groupe-là qui va être assez agréable à regarder justement par rapport à la Suisse, le Costa Rica aussi, pardon, par rapport au Brésil évidemment, le Costa Rica aussi, puis ça. Non, t'as raison, je pense qu'ils sont souvent présents mais rarement décisifs. J'ai mis qu'ils n'avaient pas atteint l'écart depuis 54. Donc ouais, donc très bien. Donc, on va avec le groupe E pardon, le groupe F, pardon, qui peut-être l'un des plus intéressants en termes de diversité, en termes de, je pense qu'on va voir des footballs très très différents. On a l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Donc, je pense qu'encore une fois, on va s'entendre sur un groupe qui va être survolé par la tête de série. Mais pour la suite, comment vous voyez ça, vous? Moi, je vois le Mexique, moi. Moi, c'est une équipe qui, je trouve, que ça soit dans des matchs amicaux, dans les Coupes du Monde. Non, je trouve que c'est une équipe qui est toujours intéressante. Elle donne toujours du fil à retordre à ses adversaires. C'est un mélange un peu de grinta avec quand même des joueurs qui, techniquement, c'est quand même pas mal. Non, c'est intéressant. Moi, je vois bien le Mexique comme toujours un peu là. C'est un peu comme la Suisse, mais en plus, je dirais. Non, c'est vrai, Ouais. souvent là. En fait. C'est ça, en fait, ils ont en fait, c'est intéressant, une petite histoire à suivre, il y a des documentaires dessus. Ils ont la malédiction du cinquième match. En fait, le Mexique, depuis 94, n'a jamais réussi à faire 5 matchs en Coupe du Monde. Donc avant, il y avait des formats où tu avais juste besoin de faire 2 matchs. Mais c'est intéressant parce que là, il y a toute une émulation qui se fait au Mexique pour aller vraiment chercher ce fameux quart de finale qui leur manque depuis, donc vraiment le 5e match. Maintenant, d'autres mettent un bémol, dans le sens où ils sont tellement à fond sur ce 5e match qu'ils oublient quand même qu'il y en a 3 autres avant, et que c'est pas non plus garanti que tu passes forcément le premier tour. Donc il faut faire attention aussi à l'excès de confiance du côté mexicain. Toi, Julien, comment tu vois ça dans ce groupe-là? Moi, si tu m'avais demandé ça avant le barrage Suède-Italie, j'aurais suivi Reg. Parce que pour moi, la Suède, c'est vraiment genre comme le Danemark, c'est une équipe qui va venir, qui va peut-être pouvoir passer, il y a des joueurs qui jouent dans des clubs assez intéressants. Mais là, j'ai vu la Suède. Et surtout, j'ai vu la Suède sans Zlatan Ibrahimovic. J'ai vu un groupe très solidaire avec, comme je l'ai dit, vraiment une mini-star peut-être. Il n'y a pas d'Eriksen comme au Danemark ou quoi que ce soit, mais c'est un groupe extrêmement soudé. Hein, on les appelle les Vikings, c'est pas pour rien, c'est très robuste derrière. Et de temps en temps, eh ben, il y a des petites flèches comme ça devant. Moi, je vais répondre la Suède. Oh, ok. Moi, je crois pas. Franchement, parce que. Mais
je répète, avant le barrage contre l'Italie, Ah oui, oui, c'était pas un copec. je suis d'accord. Ce qu'ils ont fait contre les Italiens, c'est incroyable. J'avais envie de te dire, contre les Italiens, ils sont tombés contre une sacrée équipe de merde de l'Italie aussi. Ouais, mais ça n'empêche, Reg, ça Je suis n'empêche. d'accord. Mais les gens étaient choqués de la perte des Italiens. Je suis d'accord. Ça, Je suis d'accord. et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis d'accord. Pas la Coupe du Monde. Mais par exemple, le Mexique reste dans la zone CONCACAF, il me semble. Tu vois ce que je veux dire? Donc des adversaires non plus, c'est pas le Brésil qu'ils ont joué. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai que ils dominent cette zone-là. Puis les États-Unis sont la seule équipe qui vraiment. En plus, ils se sont effondrés. Donc Il n'y non. a pas de garantie du Mexique en fait. Pas comme en 2014 ou avant. C'est de la régularité. Pour rebondir ce qu'a dit Sid, le truc du fameux 5e match, c'est en 90, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde, mais depuis 94, Ouais, ils sont toujours là et. à chaque compétition, pardon, 8e de finale, c'est une équipe qui, à chaque fois, comme je te dis, elle va en Coupe du Monde, elle fait son boulot, elle Je passe suis les d'accord. Et puis Je suis après, d'accord, mais tu parles de Grinta. Tu parles de Grinta. Là, on va voir vraiment deux footballs s'opposer. Bah, attention, la Suède en tant que pays nordique, la Grinta ou pas, c'est des chiens de la casse aussi. Donc ça va pas suffire pour moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est que ça va pas suffire face à la Suède, je pense. Et sans Zlatan, ça enlève une pression à ces joueurs. C'est incroyable. Ben, moi, justement, genre, je vais donner un avantage. Bon, déjà, on a appris que Zlatan va juste aller à la Coupe du Monde pour la commenter. Et pas. ça, c'est de gueule de malade, ça. Non, mais c'était pour rire. C'est vrai. Et donc c'est ça. Mais après, je pense que de toute façon, ça aurait été un petit peu inapproprié. Je crois quand même que il faut aussi prendre en considération l'ordre des matchs. Donc, ça commence avec un Allemagne-Mexique. On peut quand même s'attendre que le Mexique perde. Et derrière que la Suède colle pas colle une raclée, mais bon, genre la Corée du Sud qui a fini derrière l'Iran dans les qualifications. La Corée du Sud Oh non, c'est la Corée du Sud de rien du tout là. Genre, donc là, et ensuite on a l'Allemagne-Suède et le Corée du Sud-Mexique. Dans le fond, Mexique et Suède, ils vont quasiment en découdre dans le dernier match pour décider qui se qualifiera. Donc ce sera très 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 chaud. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun des deux qui aura accumulé 6 points, hein, parce qu'ils auront tous les deux joué l'Allemagne. Donc intéressant, vraiment intéressant. Faut jamais négliger justement l'ordre des matchs. Oui, lors des matchs, ouais. Parce que ça énormément, vu que la Suède, c'est vrai, commence contre la Corée et le Mexique contre l'Allemagne. Donc déjà, il y a de fortes chances qu'il y ait un écart de 3 points. Tu sais quoi, petit match nul de la Suède contre la Corée. Non. Ah, franchement, ce serait vraiment surprenant. Non, pas non plus. Alors que quand on trouve le moins, genre, l'Iran était invaincu dans son groupe. La Corée du Sud a été battue 3 fois durant les qualifications Asie. Un groupe avec la Syrie, l'Ouzbékistan, ça va. Oh, la Corée là. Donc bref. Donc on va poursuivre avec le groupe G qui comporte la Belgique, le Panama, la Tunisie, l'Angleterre. Bon, la question en fait quasiment on se projette sur le dernier match, mais de manière inverse. Le dernier match c'est Angleterre-Belgique qui gagne et voilà. Comme il y aura 6 points. On va d'abord saluer toute la communauté tunisienne qui nous écoute et on manque pas de respect à nos amis tunisiens. On considère quand même que la Belgique et l'Angleterre sont supérieures et donc la seule chance qu'a une équipe comme la Tunisie, c'est que l'Angleterre, comme à son habitude, rate une compétition comme l'Euro 2016, comme l'Euro 2000, il me semble. Bon, on revient très très loin, mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'on les attend avec une génération qui est concrètement très potable, hein, la vérité, ils ont des Harry Kane, des Dele Alli. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, mais oui, non, c'est vrai que. Je crois que voilà, la Tunisie, je pense que leur premier match est le match le plus important. La Tunisie a quand même un sacré calendrier. Hein, donc ça commence par l'Angleterre et après c'est la Belgique. Donc bref, mais tu sais, l'Égypte joue aussi avec des joueurs résidents dans son
championnat et la Tunisie aussi également, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui se connaissent. Oui, non, mais je pense d'ailleurs que c'est moi qui l'expérience de l'Angleterre qui pourrait permettre à la Tunisie de. Voilà, genre comme donc je pense que genre ce match qui est le premier, c'est il faut savoir comment le stress va être géré par les deux équipes. Donc genre, peut-être que la Tunisie va s'écraser sous la pression, peut-être que c'est l'Angleterre qui va s'écraser sous les attentes, mais contrairement à l'habitude, je ne ressens pas beaucoup de pression autour de l'équipe anglaise qui manque vraiment de. J'allais dire, qui fait que moi, attention, je les vois plus comme outsiders que des comme favoris. Au titre final Bah, Non, parce que c'est l'Angleterre. ça va être une équipe qui est très intéressante justement par les noms que tu as nommés, parce que c'est des jeunes joueurs qui, à mon sens, il y en a qui sont stars déjà dans leur équipe, mais d'autres qui sont en train de le devenir. Et je pense qu'il y a clairement moins de pression que la période où il y avait Gerrard, Lampard, Rio Ferdinand, Rooney, en même temps où ça c'était des joueurs établis qui étaient dominants en Ligue des Champions et qu'on s'est dit on va tous les mettre dans le même seau, ils doivent être forts, ils doivent être performants tout de suite. Là c'est un peu en même temps ils se sont enlevés cette pression parce qu'ils ont choqué en 2016 aussi, tu vois ce que je veux dire. On les attendait et... Ouais, non mais c'est ça, j'ai comme après on a souvent des mots très forts, hein, genre choqué, enfin tu sais, je veux dire ouais ça comme l'Islande a pas Ils sont pas sortis. Non, Ils sont pas sortis des poules, l'Angleterre. Non, ils sont sortis des poules en 2016. C'est l'Islande qui les a battus en huitième. l'Islande les a battus en huitième. C'est ça, oui. Ouais. Oui. Donc c'est ça. Donc mais bon voilà, comme c'est bon, l'Islande n'a pas non plus fait un top match. L'Angleterre est passée complètement à côté de son sujet. Et je trouve que cette année, le fait que l'Angleterre n'a aucune star, je suis désolé là, mais Harry Kane n'est pas une star, on s'arrache pas ses maillots quoi que ce soit. Les attentes sont relativement faibles. Il y a même aucun drama. Genre il y a pas, est-ce qu'on prend Rooney, est-ce que sa cheville, sa cuisse, on sait pas c'est quoi, etc. L'habitude c'est genre comme, enfin il y a toujours quelque chose qui se passe autour de l'équipe d'Angleterre. Cette année non, pas vraiment. Puis le groupe est pas mal le même que celui de l'Euro 2016 avec 2 ans d'expérience. C'est comme ça reste le noyau de Tottenham. Je pense que le 3-5-2 c'est toujours la base de l'équipe. Bref, 3-4 ans maintenant. Okay. Puis donc voilà, je crois que par rapport à ça, moi je te dis, hein, je pense qu'ils vont se faire éliminer en quart de finale maximum, mais que par rapport à ça, je les vois quand même bien sortir de leur groupe. Le match clé, c'est contre. Et devant. Ah oui, bah oui. Moi, je pense que, Oui. là, la Belgique, Ah oui. pas le choix, quoi, parce que moi, je m'étais toujours dit, ceux qui les voyaient déjà champions à l'Euro en France, je disais, bah non, on ne peut pas les mettre champions parce que rien. pas de joueurs. Et encore là, maintenant, je trouve, il n'y a pas assez de joueurs avec des références. Mine de rien, on regarde l'effectif, il n'y a pas de joueurs qui disputent des finales de Ligue des Champions avec leur club. Oui, ils ont des joueurs forcément qui ont connu des super saisons. On pense à De Bruyne, on pense à Mertens qui fait une énorme saison à Naples, on pense à la charnière de Tottenham qui sera la charnière de la Belgique, Lukaku qui a fait un énorme début de saison avec Manchester et tout, mais même un Dembélé, c'est quand même des joueurs. Le terrain, il est... Ouais, moi c'est plus au milieu qui m'inquiète un peu, je trouve. Ah ouais, moi Dembélé, je le trouve mais exceptionnel. Genre, cette année, il fait une saison de malade, mais justement, en termes de régularité, c'est sa première saison pleine. Donc, ouais, mais après, c'est ça, genre, il peut toujours s'appuyer sur que ce soit, je sais pas, moi, même Fellaini, une N'Golan, genre, il y aura De Bruyne, genre, comme leur milieu de terrain, il est quand même, aujourd'hui, c'est pas, on peut pas avoir le même discours qu'on a eu il y a 2 ans. Genre, ils ont quand même 2 ans de plus et l'expérience d'une compétition. plus, certes. Non, mais c'est très. Je veux dire que ce que tu dis est vrai. Ils ont pas entre les 2 ans, ils n'ont pas fait une demi-finale de Coupe du Monde là, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, t'as des joueurs qui sont rodés. Je pense que là, cette génération, ben, elle a son pic aujourd'hui. Mais vraiment, genre comme je pense que et déjà pour eux, l'Euro de 2020, c'est entre guillemets déjà trop tard. C'est cette génération. C'est aujourd'hui ou jamais leur compétition, que vraiment les Hazard, Lukaku et tout ça. Une très belle équipe, très belle équipe. Je pense ils ont explosé le record de buts marqués durant les qualifications. Ils mettaient des roustes à tout le monde. De rien, N'Golan,
Fellaini 30, Moussa Dembélé 30. Après, ça, c'est les joueurs. Ah ouais, genre, ok, genre, comme tu vois, comme ils sont même un peu plus vieux, j'aurais cru. Donc c'est vraiment leur dernière compétition dans la force de l'âge footballistique. Donc ah ouais, non. Hazard, il a 27 ans. Ouais, C'est là. ouais. Donc c'est ça. Donc comme prochaine Coupe du Monde à 32, ce sera plus pareil pour Hazard. Donc et la Belgique, ils ont vraiment un boulevard. Hein. Ils commencent par le Panama, après c'est la Tunisie. Le Panama, ils vont les éclater. La Tunisie, même si la Tunisie est courageuse, ils vont finir par perdre 2-1 ou genre quoi que ce soit. Ils seront à 6 points, ils seront bien et ils auront juste à confirmer contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre. C'est ça. Donc on a avec parfois même des joueurs qui voudront prouver qu'ils ont leur place pour la suite de la compétition. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Limite, c'est que c'est important de finir premier ou deuxième. Donc, Oui, c'est vrai faut qu'on regarde ça au niveau des matchs, comment ça se passe par la suite. J'ai pas pris le. C'est pour ça qu'à mon avis, le match Angleterre-Belgique du 28 juin, il sera pas tant pour les coiffeurs. Quoi. Ça sera quand même. Non, mais quand on dit coiffeur, c'est qu'automatiquement, il va y avoir. S'ils sont les deux à 6 points, je pense qu'il va quand même y avoir des titulaires au repos et vice-versa. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est sûr que les remplaçants vont pas faire jouer les faire valoir, parce que comme dit, il y en a qui vont jouer la carotte de pouvoir postuler pour les tours à élimination directe. Ouais. Généralement, deux équipes à 6 points qui visent le titre, ils font reposer au moins 4-5 joueurs sur ce match-là, tu vois. Ouais, c'est clair. Attends, donc alors le groupe G, il est matché avec le groupe H en termes de. C'est la Colombie, non? Donc voilà, donc c'est le groupe, c'est l'autre. On va aller tout de suite au groupe H. Un groupe ouais, le plus homogène, vraiment de très loin. Pologne, Sénégal, Colombie et Japon. Donc au niveau, je pense que justement c'est tellement homogène qu'au niveau des cotes, ça paraît aussi. Il n'y a pas vraiment, la Colombie un peu est au-dessus, genre quand même à 35 pour gagner la Coupe du Monde, 45 pour la gagner pour la Pologne. Mais au niveau c'est assez homogène, genre c'est normal parce que bon, le Japon qui est en dessous selon moi, hein, quand même, hein, je sais pas, pour vous. Mais je suis un petit peu embêté sur ce groupe quand même. Ah ouais? Ouais, je suis un petit peu embêté parce que j'ai mon équipe surprise, entre guillemets, qui est le Sénégal. Je pense vraiment que je les ai vu jouer 200 fois. J'adore cette équipe. Avec tes lions, il est flingué, Sadio Mané. Juste pour 2 secondes, Jules, juste pour bien comprendre au niveau des codes, pourquoi c'est le groupe le plus homogène. La cote du Japon pour sortir premier du groupe, par exemple, elle a 7,75. Et c'est la cote la plus faible, ou la plus élevée, je sais pas comment on dit vraiment. C'est-à-dire que dans tous les autres, dans tous les autres groupes, alors le Panama il est à 30, la Costa Rica à 17, même l'Islande à 11, Iran 25, Arabie Saoudite à 30. Dans tous les autres groupes, donc c'est pour dire à quel point le groupe H est homogène. On pourrait quasiment voir n'importe qui sortir de ce groupe-là. Donc vas-y, je te laisse donc parler du Sénégal et tout. Excuse-moi, Redjan, mais c'est ça que je voulais mettre en avant, c'était que j'ai l'impression que le Sénégal, avec Aliou Cissé, a vraiment pris un cadre qui manquait aux équipes africaines. Là, je trouve que ils sont bien partis. Ça me fait penser à 2002, tout ça. Il y a une grosse génération derrière Sadio Mané. Mais voilà, comme tu l'as dit, la Colombie, ça reste une équipe sud-américaine. On l'a vu contre la France, qui sait jouer au football avec des grands joueurs, vraiment pour le coup. Et la Pologne, une équipe comme ça, rugueuse derrière, et avec, bien entendu, un numéro 9 comme on en connaît peu. Enfin, Robert Lewandowski, c'est incroyable, le monsieur. Il est il est à plus de 30 buts par saison. C'est du jamais vu. C'est complètement du jamais vu. Donc, c'est ça qui me fait dire que juste ce groupe-là, moi, je vais mettre le Sénégal sortant parce que j'ai vraiment beaucoup d'espoir en cette équipe. Mais honnêtement, je vais mettre Colombie-Sénégal, mais avec sur la pointe des pieds, quoi. Vraiment. Moi, le seul bémol que je donnerais par rapport au Sénégal, et c'est pour ça que ce bémol que je mets avec le Sénégal, ça se transforme en un plus pour la Colombie, c'est au niveau des phases de qualif, en fait. Ah ouais? C'est passé la Pologne sur. Donc. Ouais, quand même, parce que je trouve par poste, déjà la Pologne, il y a un bon gardien.
En défense, ça va rester solide. Je pense au milieu de terrain, c'est assez bof, mais ça reste des joueurs quand même corrects qui jouent dans des clubs de seconde zone en Europe. Mais après, il y a quand même un joueur de classe internationale en Lewandowski. Et je ne crois pas qu'il y ait ce joueur dans les autres équipes. J'aime beaucoup James Rodriguez, j'aime beaucoup Sadio Mané, mais c'est pas la classe de Robert Lewandowski. Oh, attention, genre comme on va remettre ça de ce que tu viens de dire maintenant, transpose-le au niveau international. 2014, James Rodriguez, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a marché sur attention, c'est à 4 ans, mais genre moi il y a 2 ans, Lewandowski, c'est quoi? C'est un penalty à l'Euro 2016 seulement? Genre comme il est certes meilleur buteur de l'histoire de toute la Pologne etc. Mais non, c'est que attention, oui, c'est une classe. Il a une classe, je dirais continentale. Non mais Lewandowski, quand même, sur le plus grand stage du monde, qui est la Coupe du Monde, ben, il y a encore beaucoup à montrer, à prouver. Comment lui va comme. C'est vrai que Rames, il a prouvé. Genre. Il a tout. C'est probablement même le meilleur neuf actuel, Lewandowski. Maintenant, dans un système Bayern qui connaît par cœur, dans une ligue qui connaît par cœur la Bundesliga, oui. Comment ça va se transposer avec la Pologne? Ben, moi, l'Euro 2016, je suis vraiment resté sur ma faim, sur sa performance. Il a marqué, je pense, 15 ou 16 buts durant les qualifications. Donc, meilleur buteur des qualifications, pas de souci. Mais pour moi, ça reste encore un point d'interrogation sur sa performance à la Coupe du Monde. Le Sénégal et la Colombie. Julien, il m'avait interrompu quand je disais que je faisais surpasser la Pologne. C'était plus, je mettais la Pologne de côté. Quand je disais le bémol que moi, je mettais au Sénégal. Ah, je croyais que tu avais éliminé le Sénégal, excuse-moi. Ouais, non, c'est ça. Et en plus, pour la Colombie, c'est la compétitivité de la Colombie qui fait que elle se retrouve en fait en phase de qualif, elle joue contre des très grosses équipes et elle arrive à se mélanger et à compétitionner contre ces équipes-là et c'est toujours des matchs difficiles, la Colombie contre l'Uruguay, contre le Brésil, l'Argentine. Et tu l'as même dit, face à la France, on l'a vu, elle a été capable de... Ah non, mais moi je suis d'accord avec toi, et moi je fais passer la Colombie, hein, mais mon duel, il allait plus entre la Pologne et le Sénégal, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, je sais. Je sais pas, je trouve ça quand même C'est toujours... peut-être le côté francophone aussi, tu vois. Le football africain, il a vraiment baissé, je trouve, au cours des 10-15 dernières années. C'est dommage, parce que, alors que maintenant, tu as de plus en plus de joueurs africains qui vont dans les équipes en Europe, mais bizarrement, le niveau, il a baissé. T'as moins ce côté un peu imprévisible des équipes africaines, techniques, etc. Je trouve qu'ils sont sortis de leur nature. Ben justement, comme le Sénégal, justement, c'est une équipe qui devrait te plaire. C'est ça, genre comme le Sénégal, c'est vraiment ça que tu dis. C'est une équipe ils sont techniques, ça va super vite, très joueuse. Genre, mais enfin, la Coupe du Monde du Sénégal, elle va aller très rapidement. Ils jouent contre la Pologne le premier match. Et voilà, c'est la finale. C'est la finale. Non, c'est ça, c'est la finale. C'est la finale dans le sens où celui qui encore une fois, comme je disais tantôt pour la Tunisie versus l'Angleterre, celui qui va mieux gérer la pression, celui qui va mieux gérer ces temps forts. Voilà, ça va se jouer là. Donc, comme si le Sénégal, ils finissent le match, ils perdent, ils ont tiré une fois sur le poteau et tout, leurs regrets, ils vont jamais pouvoir y passer outre. Ils vont peut-être battre le Japon. Au deuxième match, mais ils perdront contre la Colombie au troisième. Donc à ce moment-ci, ils feront match nul, mais la Pologne passera quand même. Donc pour moi, c'est ça. La pression dont tu parles, c'est vrai, en plus, il y a un engouement. Ouais, l'engouement, après la préparation. Le truc, c'est que c'est pas là où je peux dire quand même que très généralement, les équipes africaines ont tendance à pêcher, c'est dans la préparation. J'espère que voilà, qu'il y aura pas de problème d'ego, pas de problème de prime, pas de problème de maillots qui viennent après, etc. Donc il y a toujours un flou artistique autour de certaines équipes africaines qui gêne, qui fait en sorte que le talent n'est pas optimisé. Ouais, non, mais il est pas optimisé, quoi. C'est-à-dire que tu prendrais est passé par des problèmes. Ouais, exactement. Tu prendrais cette même équipe-là. Tu l'appellerais Danemark et toute la logistique serait parfaite de A à Z, ces équipes-là seraient en quart de finale assez régulièrement. Mais maintenant, voilà, comme il y a toutes sortes de choses à côté qui font en sorte qu'ils ne sont jamais pleinement concentrés,
Et donc voilà. Donc, mais ça reste une très belle équipe. Je pense qu'il y a quand même une très. Et ils ont aussi ce facteur-là, un peu comme justement l'Égypte, le côté du joueur qui peut tout faire, qui peut changer un match à lui tout seul. Voilà, ce joueur-là. Et je pense que c'est ça qui manque à la Tunisie. Voilà, c'est un collectif solide pour le niveau africain, mais je pense que ce ne sera pas suffisant au niveau international. Les autres collectifs sont corrects, mais ils ont ce joueur-là qui permet toujours d'espérer, toujours de se dire, bon, allez, incrocher une frappe, c'est bon, alors, il peut nous régler un match sur lequel on ne devait pas gagner à la base. Et c'est ça, je pense que c'est toujours important d'avoir ce joueur qui sublime. Et le Sénégal là. Dans une Coupe du Monde, quoi. Parce que dans une Coupe du Monde, t'as 3 finales, quoi. Tout à fait. Chaque match est hyper important, c'est pas comme une saison, forcément. Donc, c'est même pas comme en Ligue des Champions où t'as 6 matchs de groupe. Là, t'as vraiment 3 matchs. Donc, si t'as quelqu'un qui peut faire la diff sur un geste, qui te permet d'aller gratter un point ou même aller chercher les 3, c'est vrai que ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Et puis, c'est vrai que dans ce groupe-là, ben, t'as un James Rodriguez, t'as un Robert Lewandowski et t'as un Sadio Mané, qui fait que t'as 3 joueurs qui peuvent changer l'allure d'un match sur un geste. Tout à fait. Donc c'est bon. Donc ce sera un groupe intéressant. Genre comme moi je trouve que ce sera peut-être même le groupe le plus intéressant au niveau de seulement ça sera assez homogène et tout. Donc en espérant de voir du très bon football. Donc voilà, ça fait le Continent différent, c'est ça qui est cool. Ouais, ça fait exactement. C'est vraiment quatre footballs différents. Puis... vraiment différent, ça va être bien. Ça va être très bon. Ben donc ça fait le tour, messieurs. On n'a pas malheureusement reçu de questions comme j'aurais aimé, mais après bon, peut-être qu'à l'écoute des 2 parties, vous aurez une toute. Tout le monde était d'accord avec ça. Ah, ça m'étonnerait, hein, comme la Coupe du Monde fait ressortir des côtés très obscurs. Donc, mais voilà, donc ça fait un petit peu le tour de comment on voit la compétition, en tout cas au niveau des groupes. Peut-être que ça peut évoluer lorsqu'on aura les listes. Peut-être d'ici là, il peut y avoir des blessures aussi qui peuvent changer les sélections. Les sélections quand même, à part l'Allemagne et le Brésil ou la France. Enfin, la plupart des sélections sont quand même à 1 ou 2 joueurs près d'être beaucoup moins fortes. et donc voilà. Donc la France sans arrière droit pose question. Bon, ça va. Genre, je veux dire, il y a des équipes. C'est que Sidibé, on sait qu'il a des lacunes défensives, etc. Mais je veux dire, c'est que si tu l'as pas, tu dois incorporer donc quelqu'un qui force peut-être un Debuchy de retour sur une fin de saison incroyable ou un Pavard complètement novice à ce niveau-là. Est-ce que tu le lances dans la compétition? Il y a plein de facteurs. Là, on parle d'équipes qui visent le titre. On ne parle pas d'équipes qui espèrent. Oui, tout à fait. Non, mais ça c'est comme 2 débats différents. Je parle plus que ça peut. Moi, je parlais plus des deuxièmes qui peuvent. Il y a beaucoup d'équipes sur lesquelles on croit à leur capacité de sortir deuxième, dont ça peut changer à une blessure près. Si les Lewandowski se blessent, effectivement, il y a plus de... Donc voilà. Donc c'est ça. Maintenant, après, il y a des équipes. Moi, je pense que soit l'Allemagne, le Brésil, même l'Argentine ou la France peuvent tous survivre à la blessure de leur top meilleurs joueurs. Donc ça, ça n'empêchera pas de faire une bonne compétition. Ça offre moins de garanties, certes, mais alors que d'autres, oula. Très bien, messieurs. Donc, on va boucler sur ça. On fera peut-être d'autres émissions sur d'autres aspects de la compétition, comment on voit ça, pas équipe par équipe, mais un peu de manière globale et tout. On parlera des stars, on parlera des stades ou n'importe quoi, des sujets que vous pouvez nous lancer. On vous remercie beaucoup pour l'écoute. On vous souhaite aussi un excellent match contre Atlanta United Impact de Montréal. Quand même, on sait que une très grosse majorité de notre audience est fan de l'Impact, donc on vous souhaite un excellent match. Et on se dit à très bientôt, je l'espère, sur la plateforme. Julien, merci. Merci à toi aussi. Merci Rejo. Et Reg. Oui, Reg, 3 podcasts, là, on a l'impression que c'est Reg. Non, mais c'est Reg des grandes années, en fait. Hein, c'est le 9 mobile. Il décroche, il offre des solutions. C'est incroyable. Ah ouais, non, c'est fini. J'y crois. Genre là, je presse le citron. Après, moi, je pense que le genou va lâcher. De plein de trucs, quoi. Donc je pense que c'est toujours bien de retrouver la communauté du Cannes
Ouais, non, c'était vraiment cool. On a eu beaucoup de plaisir l'an passé durant Juventus Real, donc on vous invite tous à venir encore une fois chiller avec nous. Et puis allez faire un tour sur trotdepoutine.com, on a mis des chandails Trop de Poutine aux couleurs des diverses sélections. Donc si vous voulez un chandail Trop de Poutine aux couleurs de la France par exemple, aux couleurs de n'importe quelle équipe, on a l'Égypte, on a fait la Belgique, donc c'est vraiment cool. Donc allez voir ça, ça vous permettra de discrètement supporter votre équipe au bureau. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous. On se retrouve sur calfootballclub.com et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.